J'arrive à la réception de mariage de ma sœur Emma, vêtue de mon meilleur costume. Je m'approche du bureau d'accueil où 2 membres du personnel tiennent des porte-documents avec la liste des invités. Je souris et donne mon nom, Alan Brennan. Il parcourt la liste, tourne les pages, et échange des regards perplexes. Je suis désolé, monsieur, mais votre nom n'est pas sur la liste. Mon estomac se noue. J'aperçois ma mère, Carole, de l'autre côté du hall. Je m'approche d'elle. Maman, il y a une erreur. Mon nom n'est pas, elle m'interrompt avec un sourire froid et narquois. Pensais-tu vraiment que tu étais invité? Les étrangers ne sont pas admis ici. Ces mots me frappent comme de l'eau glacée. Je prends une inspiration lente, gardant ma voix stable. Alors je vivrai comme un étranger. Je me tourne et marche vers la sortie, mes pas résonnant sur le sol en marbre. Derrière moi, j'entends la musique de la cérémonie commencer. Je sors mon téléphone sur le parking et compose le numéro de mon avocat. David, exécute tout maintenant. Je m'assois dans ma voiture, les mains tremblant d'une rage contrôlée. Mon avocat, David, répond à la 2e sonnerie. Alan, tu as l'air bouleversé. Que se passe-t-il? Exécute le plan. Tout de suite. Il y a une pause. Es-tu absolument certain? Une fois que nous aurons lancé cela, il n'y aura plus de retour en arrière. Je me tiens sur le parking de l'hôtel Grand Oakmont. Ma propre mère vient de me dire que je ne suis pas invité au mariage de ma sœur, que les étrangers ne sont pas admis. Après tout ce que j'ai fait pour eux, David, après tout. D'accord, donne-moi 20 minutes. J'envoie les notifications par voie électronique et par coursier, tous les virements automatiques sont annulés, les avis de rappel de prêt sont envoyés, les avis de propriété sont déposés. Le fonds fiduciaire est gelé, tout est en marche. Merci, Alan. Es-tu sûr de cela? Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit dans ma vie. Je raccroche et reste assis là à fixer l'entrée de l'hôtel. À travers les portes vitrées, je peux voir les invités en tenue de soirée se diriger vers la salle de cérémonie. À l'intérieur de ce bâtiment, ma mère prend probablement place. Ma sœur est probablement en train d'ajuster son voile, et aucune d'elles ne veut de moi là-bas. Je démarre le moteur et je conduis. Pas chez moi, pas encore. Je conduis simplement à travers la ville, laissant la réalité s'installer. J'ai 32 ans, je suis un consultant en sécurité technologique prospère qui gagne 230 000 $ par an. Je possède un appartement dans un bon quartier. Je conduis une voiture convenable. À tous égards, j'ai réussi. Mais ma famille ne l'a jamais vu ainsi. Mon père est mort quand j'avais 17 ans. Un accident de voiture sur l'autoroute 40. Il rentrait d'un voyage d'affaires. J'étais sur le siège passager. Nous parlions d'inscription à l'université, de mon avenir. Puis un camion a traversé le terre-plein central. Papa a fait une embardée. Le camion a percuté le côté conducteur. Papa est mort sur le coup. Je m'en suis sorti avec un bras cassé et des cauchemars qui ont duré des années. Ma mère ne m'a jamais pardonné d'avoir survécu alors qu'il était mort. Elle ne l'a jamais dit directement, mais je le ressentais dans chaque interaction par la suite. La façon dont elle me regardait, dont elle me parlait, comme si j'étais un rappel constant de ce qu'elle avait perdu. Ma sœur Emma n'avait que 12 ans à l'époque. Elle est devenue l'enfant prodige, celle qui ne pouvait rien faire de mal. Je suis devenu le bouc émissaire, celui que l'on blâmait pour tout. J'ai surmonté cela en me jetant à corps perdu dans les études. J'ai obtenu une bourse d'études complète pour l'université d'État. J'ai cumulé 3 emplois à temps partiel pour couvrir mes dépenses quotidiennes afin de ne pas avoir à demander de l'argent à ma mère. J'ai obtenu mon diplôme avec mention en informatique. J'ai été embauché par une entreprise technologique de la ville. J'ai gravi les échelons. J'ai fondé ma propre entreprise de conseil avec mon associé Marcus il y a 5 ans. J'ai construit quelque chose de réel. Et à travers tout cela, j'ai soutenu ma famille. Non pas parce qu'ils me le demandaient gentiment. Ils ne demandaient pas du tout. Ils s'y attendaient, tout simplement. L'hypothèque de ma mère était sous l'eau après le krach immobilier. Je l'ai remboursée. 85 000 $ sur 3 ans. Elle ne m'a jamais remercié, se plaignant simplement que je ne lui rendais pas visite plus souvent. Emma est allée dans une université privée coûteuse parce qu'elle voulait vivre cette expérience.
Elle en est sortie avec 60 000 $ de prêts étudiants. Je les ai remboursés en 2 ans. Elle a dit que c'était la moindre des choses puisque je gagnais tellement d'argent et qu'elle galérait en tant qu'enseignante. Je leur ai acheté à toutes les deux des voitures enregistrées à mon nom parce que mon dossier de crédit était meilleur. Mais je les ai laissés utiliser les véhicules. La berline de ma mère et le SUV compact d'Emma étaient tous deux loués via mon compte. Elle pensait que le concessionnaire leur avait fait une offre spéciale. Elle n'avait aucune idée que c'était moi qui payais les mensualités. Des factures médicales, des dettes de carte de crédit, des paiements de services publics quand les temps étaient durs. En 10 ans, j'ai donné à ma famille plus de 350 000 $. Pas des prêts, des cadeaux. Je n'ai jamais attendu de remboursement. Je voulais simplement aider. Je voulais qu'elle soit fière de moi. Je voulais que ma mère me regarde de la façon dont elle regardait Emma. Cela ne s'est jamais produit. Peu importe ce que je faisais, j'étais toujours le fils qui avait survécu à l'accident. J'étais toujours celui qui n'était pas tout à fait assez bien. Ma carrière était mauvaise parce que je ne m'étais pas lancé dans la médecine ou le droit. Mon mode de vie était mauvais parce que j'étais toujours célibataire à 32 ans au lieu d'être marié avec des enfants. Mes priorités étaient mauvaises parce que je me concentrais sur le travail plutôt que sur la famille. Il y a 8 mois, Emma s'est fiancée avec Brad. Il vient d'une riche famille du Connecticut et travaille dans un cabinet d'avocats prestigieux du centre-ville. Ma mère était aux anges. Enfin, Emma faisait un beau mariage. Enfin, notre famille allait être liée au bon type de personne. Ils ont commencé à planifier un mariage élaboré. Ma mère m'a demandé si je pouvais contribuer. Je n'ai pas hésité. J'ai créé un fonds fiduciaire par l'intermédiaire de mon avocat. 45 000 $ spécifiquement pour les dépenses du mariage. Salle, traiteur, fleurs, photographe. Je voulais qu'Emma passe une journée magnifique. Je supposais que je ferais partie du cortège nuptial. Témoin, peut-être, ou au moins garçon d'honneur. Mais les semaines ont passé et Emma ne m'a jamais rien demandé. J'ai fini par aborder le sujet. Elle s'est montrée mal à l'aise. Elle a dit que Brad avait beaucoup d'amis de l'école de droit. Son frère était le témoin. Il n'y avait pas vraiment de place. D'accord. Je comprenais. Marge serait quand même au mariage, n'est-ce pas? Autre pause inconfortable. Elle a dit, bien sûr, qu'elle s'assurerait que je reçoive une invitation. L'invitation n'est jamais arrivée. 1 mois avant le mariage, j'ai appelé Emma. Elle m'a dit qu'elle avait l'intention de me parler. Maman pensait que ce serait délicat de m'avoir là-bas. La famille de Brad était très traditionnelle, très soucieuse de son image. Il voulait une certaine esthétique pour les photos de mariage et la liste des invités. Elle était désolée, mais c'était peut-être mieux si je ne venais pas. J'étais abasourdi. J'ai demandé ce que j'avais fait de mal. Emma a dit que je n'avais rien fait de mal. C'était juste compliqué. Maman avait expliqué aux parents de Brad que j'étais l'enfant difficile, celui qui ne s'était jamais vraiment intégré à la famille. Ma présence au mariage risquait de susciter des questions. C'était plus facile pour tout le monde si je n'y étais pas. Cette conversation a eu lieu il y a 3 semaines. J'ai dit à Emma que j'étais blessé. Elle a dit qu'elle comprenait, mais qu'elle avait les mains liées. C'était le jour de son mariage et elle devait faire plaisir à maman. Je lui ai rappelé que j'avais contribué à hauteur de 45 000 $ pour payer ce mariage. Elle a répondu que j'étais son frère et que les frères aident leurs sœurs. Ce n'était pas une question d'argent. Après cet appel, je suis resté assis dans mon appartement pendant des heures. J'ai pensé à tout. Les années de violence psychologique déguisées en dynamique familiale, le soutien financier que j'avais offert librement, n'attendant rien d'autre en retour qu'un respect élémentaire. La façon dont je m'étais plié en 4 pour gagner l'amour de gens qui me considéraient au mieux comme une obligation, au pire comme un fardeau. J'ai appelé David le lendemain. Il est mon avocat depuis 6 ans, s'occupant de mes contrats professionnels et de mes affaires personnelles. Je lui ai tout raconté. Il a écouté sans m'interrompre. Puis il a dit, « Alan, je vais être honnête avec toi. Ce que tu décris est une forme d'abus financier et psychologique. Tu es manipulé depuis des années. Si tu veux te sortir de cette situation, je peux t'aider, mais ça va être nucléaire. » Je lui ai dit de tout préparer, mais de ne rien exécuter avant que je lui en donne l'ordre. Je voulais leur donner une dernière chance.
S'il faisait preuve d'un minimum de décence humaine, je laisserais tomber. Je continuerai à les soutenir et j'essaierai de reconstruire quelque chose. Je me suis présenté au mariage aujourd'hui comme ce test ultime. Je voulais croire qu'Emma me verrait, accourrait, m'enlacerait, me dirait qu'il y avait une erreur et que, bien sûr, j'étais invité. Je voulais croire que ma mère s'excuserait pour le malentendu. Au lieu de cela, j'ai obtenu exactement ce à quoi je devais m'attendre, la confirmation que pour elle, je ne suis rien, un étranger, quelqu'un qui n'a pas sa place. Alors, j'ai passé cet appel. À l'intérieur de cet hôtel, le téléphone de ma mère devrait sonner à l'heure qu'il est. Le directeur de l'établissement découvrant que le paiement de 45 000 $ vient d'être rejeté. Le fonds fiduciaire que j'ai créé est gelé par décision de justice. Mon avocat avait inclus une clause stipulant que je pouvais révoquer les fonds si nécessaire. C'est nécessaire. Tous les virements automatiques que j'avais mis en place sur le compte bancaire de ma mère sont annulés à compter d'aujourd'hui. Les 3 000 $ mensuels qu'elle recevait depuis 5 ans ont disparu. Elle ne s'est jamais demandé d'où venait cet argent. Elle le dépensait, tout simplement. Les prêts que je leur avais accordés, tous documentés par des billets à ordre qu'elles avaient signés sans les lire attentivement, sont officiellement exigibles. Elles ont 30 jours pour rembourser. La maison dans laquelle vit ma mère, je l'ai achetée il y a 5 ans alors qu'elle risquait la saisie immobilière. J'ai payé 140 000 $ comptant. J'ai mis le titre de propriété à mon nom parce que mon avocat me l'avait conseillé pour des raisons fiscales. Je la laissais y vivre gratuitement. Je viens de lui envoyer un avis d'expulsion sous 30 jours. Les voitures qu'elle conduit sont louées à mon nom. Les avis de reprise de possession ont été envoyés. Elles ont 48 heures pour restituer les véhicules. Tout ce que j'ai discrètement soutenu à bout de bras pendant des années, je viens de le relâcher d'un coup. La structure s'effondre sans moi pour la porter. Et je veux qu'elle ressente exactement ce que j'ai ressenti. Exclu, indésirable, effacé. Mon téléphone sonne. Numéro inconnu. Je laisse aller sur la messagerie. Puis un autre appel. Un autre. Je coupe la sonnerie de mon téléphone et je continue à rouler. Quand je rentre chez moi 2 heures plus tard, j'ai 15 appels manqués et 23 SMS. Je les supprime tous sans les lire. Je me sers un verre, m'installe sur mon balcon et regarde le coucher de soleil sur la ville. Pour la première fois depuis 10 ans, je me sens léger, libre. Le poids de l'obligation, de l'effort pour gagner l'amour de gens qui ne m'en donneront jamais, s'envole de mes épaules. Je sais que le chaos a éclaté dans cet hôtel. Je sais que ma mère panique. Je sais que le jour parfait d'Emma s'effondre. Et je ne ressens aucune culpabilité, seulement du soulagement. Elles m'ont appris que les étrangers ne sont pas admis. Alors, je vais vivre comme un étranger. Et les étrangers ne viennent pas au secours des familles qui les rejettent. Je passe le week-end avec mon téléphone éteint. Le samedi soir et toute la journée du dimanche, je reste dans mon appartement. Je cuisine. Je regarde des films. Je dors mieux que je ne l'ai fait depuis des mois. Il y a une paix à savoir que j'ai enfin tracé une limite. Lundi, je vais au travail comme d'habitude. Mon associé, Marcus, me demande si j'ai passé un bon week-end. Je lui réponds qu'il a été productif. Mardi après-midi, je rallume enfin mon téléphone. Il explose de notifications. 53 appels manqués, 37 messages vocaux, 89 SMS. Je m'assois et commence à les parcourir. Les messages vocaux sont chaotiques. Ma mère qui hurle. Emma qui pleure. Ma cousine Jennifer qui exige de savoir ce qui ne va pas chez moi. Mon oncle Marc qui me traite d'égoïste. Ma tante Patricia qui me dit que je devrais avoir honte. Je supprime la plupart d'entre eux sans les écouter jusqu'au bout. J'en garde quelques-uns. Des preuves si j'en ai besoin. Les SMS sont pires. Emma en a envoyé 20 d'affilée. Les premiers sont perplexes. Alan, où es-tu? La salle dit que le paiement a été rejeté. Appelle-moi, puis en colère. Es-tu sérieux? En ce moment même, le jour de mon mariage. Puis hystérique. Tu as tout gâché. Je te déteste. Les messages de ma mère sont froids et calculés. J'ai toujours su que tu étais rancunier. Ton père aurait honte. Tu as montré ton vrai visage.
Ne t'avise plus de venir ici. Tu es mort pour moi. Je suis sur le point de poser le téléphone quand il sonne. Emma. J'envisage de ne pas répondre, mais je suis curieux. Je veux entendre ce qu'elle a à dire maintenant que la poussière est retombée. Allô, Emma. Comment as-tu pu me faire ça? Sa voix est rauque à force de pleurer. Le jour de mon mariage, comment as-tu pu? Tu m'as désinvité de ton mariage. J'ai respecté tes souhaits. En sabotant le paiement? En m'humiliant devant toute la famille de Brad? J'ai gelé l'accès à un argent qui m'appartenait. Un argent que je donnais en cadeau. Tu as été clair sur le fait que je ne fais pas partie de la famille, alors j'ai cessé de vous traiter comme ma famille. C'est de la folie. Tu es mon frère, non? Ah bon? Parce que ta mère m'a dit que les étrangers n'étaient pas admis au mariage. Alors qu'en est-il, Emma? Suis-je ton frère ou un étranger? Silence à l'autre bout, puis des sanglots. Ce n'était pas mon idée de t'exclure. C'était celle de maman, et tu as accepté. Tu l'as choisi plutôt que moi. Tu as choisi une jolie esthétique plutôt que ton propre frère, alors je me choisis moi-même. Qu'est-ce que ça fait, Alan? S'il te plaît. Le directeur de la salle est entré dans la cérémonie en plein vœu. Les parents de Brad étaient mortifiés. We had to stop everything while mom tried to figure out what happened. Elle n'arrêtait pas de t'appeler. Tu n'as jamais répondu. Finalement, le père de Brad a payé pour couvrir les frais justes pour éviter l'embarras. Mais tout le monde savait que quelque chose n'allait pas. La réception a été affreuse. Les gens chuchotaient. La mère de Brad n'arrêtait pas de nous lancer des regards comme si nous étions des escrocs. Ça a l'air difficile. Tu t'en fiches complètement, n'est-ce pas? Pourquoi devrais-je m'en soucier? Tu ne t'es pas soucié de moi quand tu as accepté de m'exclure. Tu ne t'es pas soucié des 45 000 $ que j'avais versés pour ton mariage. Tu ne t'es soucié de rien de ce que j'ai fait pour vous au fil des ans. Alors non, Emma. Je ne me soucie pas du fait que ta fête ait été désagréable. Je n'arrive pas à croire que tu sois si cruel. J'ai appris des meilleurs. Je raccroche avant qu'elle ne puisse répondre. Mes mains tremblent, non pas de colère, mais d'adrénaline. Je ne me suis jamais tenu tête à ma famille de cette façon. Je n'ai jamais riposté. C'est à la fois terrifiant et exaltant. 10 minutes plus tard, Emma rappelle. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose en moi veut en entendre plus. Je veux comprendre s'il y a des remords, une compréhension de ce qu'elles ont fait. Alan, sa voix est différente maintenant. Plus petite, effrayée. Il y a autre chose. Brad veut reporter le mariage. Mon estomac se serre malgré moi. Comment ça, reporter? Nous avons fait la cérémonie. Nous avons prononcé nos vœux, mais nous n'avons pas encore signé la licence de mariage. Brad veut attendre. Il dit qu'il a besoin de temps pour réfléchir. Pourquoi? À cause de ce qui s'est passé. Parce que ses parents posent des questions. Ils pensaient que ma famille était aisée, à l'aise. Maman a un peu sous-entendu que nous l'étions. Mais ensuite, cela s'est produit et Brad a commencé à poser plus de questions. Il a découvert que la maison est à ton nom, que les voitures sont louées par toi, que nous n'avons en fait aucun actif. Il a l'impression d'avoir été trompé. Vous le trompiez. Ce n'était pas le cas. Nous n'avons juste pas tout expliqué. Emma, tu lui as laissé croire que tu venais d'un milieu aisé alors que ta famille dépend financièrement du frère que tu as exclu du mariage. C'est de la tromperie. Sa famille est de la vieille bourgeoisie. Ils accordent de la valeur à l'honnêteté par-dessus tout. Ils sont furieux. Ils pensent que nous sommes des parvenus qui ont piégé leur fils. Brad essaie de nous défendre, mais il est aussi blessé. Il pensait me connaître. Maintenant, il n'est plus sûr. Ce n'est pas mon problème. Si, c'est ton problème. C'est toi qui as fait ça. Si tu avais juste été normal, si tu avais juste aidé comme tu le fais toujours, rien de tout cela ne serait arrivé. Si tu m'avais juste invité à ton mariage comme une sœur normale, rien de tout cela ne serait arrivé. Je ne détruis rien. Je sais simplement de porter les choses pour des gens qui ne l'apprécient pas. Ta relation avec Brad ne regarde que toi et lui. Si elle ne peut pas survivre à l'honnêteté concernant votre situation financière, c'est qu'elle n'était peut-être pas aussi solide que tu le pensais. Tu parles exactement comme maman.
Froid, calculant. Cela me touche plus durement que je ne m'y attendais. Ne me compare plus jamais à elle. Alors arrête de te comporter oui elle. Elle est vindicative et punitive, et tu fais exactement la même chose. Non, Emma. Je fixe des limites. Il y a une différence. Maman transforme tout en arme. Moi, j'arrête simplement d'apporter un soutien indu à des gens qui me traitent comme un moins que rien. Je raccroche à nouveau. Cette fois, je bloque son numéro. Je ne peux plus continuer ces conversations. Elle m'épuise. Au cours des jours suivants, les appels s'étendent à la famille élargie. Des gens à qui je n'ai pas parlé depuis des mois ont soudain un avis sur mes choix. Ma cousine Jennifer m'appelle pour me dire que je suis toxique. Mon oncle Marc me laisse un message vocal disant « J'ai toujours été troublé, et cela le prouve ». Ma tante Patricia m'envoie un long texte sur les obligations familiales et le pardon. Aucun d'entre eux ne connaît toute l'histoire. Ma maman a construit un récit. Selon sa version, je suis le fils brillant mais égoïste qui a refusé d'aider pour le mariage par pure jalousie. J'ai saboté le jour spécial de ma propre sœur parce que je ne supportais pas de la voir heureuse. J'ai toujours été rancunier, difficile, à poser problème. Personne ne me demande ma version des faits. Personne ne se demande pourquoi un frère aimant deviendrait soudainement cruel. Ils acceptent simplement l'histoire de ma mère parce qu'elle correspond à ce qu'ils veulent croire. Je suis le coupable idéal. Le mouton noir qui a enfin montré son vrai visage. Ma cousine Jennifer publie un message sur les réseaux sociaux. Elle ne me nomme pas directement, mais m'identifie. Certaines personnes ne supportent pas le bonheur des autres. Elles détruiront tout ce qui est beau par pure méchanceté. Éliminez les personnes toxiques de votre vie. Même s'il s'agit de votre famille. La publication obtient des centaines de mentions j'aime. Les commentaires affluent pour la soutenir, fustigeant les membres toxiques non nommés de la famille. Je pourrais répondre. Je pourrais dire la vérité, mais à quoi bon? Ils ont déjà décidé de qui je suis. Dès mercredi, je suis retiré de toutes les discussions de groupe familial, bloqué de la page Facebook de la famille, désinvité des prochains événements familiaux. Ma mère a réussi à m'effacer tout en se faisant passer pour la victime d'un fils ingrat. Je m'assois dans mon appartement le mercredi soir et réalise que je suis complètement seul. Pas de famille, pas de système de soutien, juste moi et les conséquences d'avoir enfin osé me défendre. Une partie de moi se demande si j'ai fait une erreur, si j'aurais dû ravaler ma fierté, me présenter quand même au mariage, continuer à être le pilier silencieux qui ne demande rien en retour. Mais je me souviens alors du sourire narquois de ma mère. Pensais-tu vraiment que tu étais invité? Les étrangers ne sont pas admis. Et je sais que j'ai pris la bonne décision. Ça fait mal, mais c'est juste. Vendredi après-midi, je suis en réunion avec un client à mon bureau du centre-ville. Nous sommes au 14e étage d'une tour de verre moderne en train de discuter des protocoles de sécurité pour leur réseau. Mon téléphone vibre. Je l'ignore. Il vibre encore et encore. Finalement, je m'excuse et je vérifie. 3 appels manqués de la sécurité du bâtiment. Un message, Monsieur Brennan, vous devez descendre dans le hall. Une situation se développe. Je présente mes excuses à mon client et je descends. Le trajet en ascenseur me semble durer une éternité. Quand les portes s'ouvrent, j'entends des cris avant même de voir quoi que ce soit. La voix de ma mère, forte, théâtrale. Je veux juste parler à mon fils. Est-ce si mal? J'entre dans le hall. Ma mère est là avec Emma, tante Patricia, oncle Marc et ma cousine Jennifer, 5 personnes au total. Ils se tiennent près du bureau de sécurité, se disputant avec 2 agents qui ont l'air professionnellement embarrassés. Ma mère pleure. Emma montre des photos sur son téléphone à qui veut les voir. Des photos de mariage. C'est lui. Jennifer me pointe du doigt. C'est celui qui a gâché son mariage. Chaque personne dans le hall se tourne pour me regarder. Des clients. Des employés d'autres entreprises du bâtiment. Les agents de sécurité. Mon associé Marcus traverse le hall, revenant de son déjeuner. Il s'arrête et me fixe. Je m'avance lentement vers le groupe. Que faites-vous ici? Nous devons te parler. Les larmes de ma mère disparaissent instantanément, remplacées par la colère. Tu ne peux pas nous ignorer éternellement. Je suis au travail.
C'est complètement inapproprié. Inapproprié. Tu veux parler d'inapproprié? L'oncle Marc s'avance. Saboter le mariage de ta propre sœur, c'est cela qui est inapproprié. Marcus s'approche. Alan, qu'est-ce qui se passe? Ma mère pivote immédiatement vers lui. Êtes-vous son superviseur? Vous devriez savoir quel genre de personne il est. Elle se lance dans son discours préparé. Comment j'ai ruiné le mariage d'Emma? Comment j'ai toujours été troublé et rancunier? Comment la famille a essayé de m'aider, mais que je rejette toute gentillesse? Emma montre son téléphone à Marcus. Regardez ces photos. C'était censé être le plus beau jour de ma vie. Il l'a détruit. Il est vindicatif et cruel, et vous devriez le savoir avant de lui confier quoi que ce soit d'important. J'essaie de prendre Marcus à part. Ce n'est pas ce que vous croyez. Ils sont là parce que j'ai arrêté de leur donner de l'argent. C'est uniquement de cela qu'il s'agit. Mais Marcus a l'air mal à l'aise. Il a 60 ans, des valeurs traditionnelles, l'esprit de famille. La vue d'une mère en pleurs et d'une mariée dévastée est une arme puissante. Alan, parlons dans ton bureau. Je suis en pleine réunion de travail. Je m'occupe du client. Monte. J'arrive dans une minute. Les agents de sécurité escortent ma famille hors du bâtiment. Ils hurlent des menaces en partant. Jennifer crie qu'elle va publier cela en ligne. Tante Patricia me dit que je regretterai de traiter ma mère ainsi. Emma se contente de sangloter dramatiquement. Je remonte, m'excuse auprès de mon client et reporte notre rendez-vous. Puis j'attends Marcus dans mon bureau. Il arrive 20 minutes plus tard, l'air soucieux. Tu veux me dire ce que c'était que tout ça? Je lui explique, le mariage, l'exclusion, les années de soutien financier, ma décision d'arrêter. Marcus écoute sans m'interrompre. Quand j'ai fini, il s'adosse à sa chaise. Alan, je ne vais pas te dire comment gérer ta famille, mais j'ai besoin de savoir que cela ne va pas devenir un problème récurrent. Nos clients attendent du professionnalisme. Ce qui vient de se passer en bas. Les gens ont vu ça. Les gens parlent. Je comprends. Je ferai en sorte que cela ne se reproduise plus. Comment? Ils savent où tu travailles. Qu'est-ce qui les empêche de revenir? J'obtiendrai une ordonnance d'éloignement si nécessaire. Marcus hoche la tête lentement. Écoute, je crois ta version, mais les histoires de famille sont compliquées. Peut-être devrais-tu essayer de te réconcilier. Vous asseoir. Discuter. Quoi qu'il se soit passé, il reste ta famille. Je me rends compte que Marcus me juge subtilement, mais c'est là, cette idée préconçue que le conflit familial doit être en partie de ma faute, que je devrais être plus intelligent, que les gens qui réussissent n'ont pas de mère qui hurle dans le hall de leur bureau. Lundi matin, je suis convoqué à une réunion avec les associés principaux. Marcus est là. Le responsable de notre plus grand compte, Monsieur Harrison, est là aussi. Harrison est de la vieille école, il a bâti sa carrière sur la réputation et les relations. Alan, nous devons discuter de l'incident de vendredi. Je m'excuse pour cela. Cela ne se reproduira plus. J'espère bien. Mais nous avons eu des développements ce week-end. Peterson Tech a décidé de ne pas renouveler son contrat avec nous. Mon estomac se noue. Peterson Tech est un contrat annuel de 90 000 $, l'un de nos plus gros clients. Ont-ils donné une raison? Harrison semble mal à l'aise. Ils ont entendu parler de l'incident du hall. Ensuite, quelqu'un de leur équipe a fait des recherches sur toi en ligne, a trouvé des publications sur les réseaux sociaux, des choses que ta cousine a publiées. Ils ne veulent pas être associés à des histoires. Ils apprécient la stabilité. Ces publications sont des mensonges. Ma famille se venge parce que j'ai cessé de leur donner de l'argent. C'est peut-être vrai, mais la perception compte. Les clients ne veulent pas que leurs consultants en sécurité aient des problèmes familiaux instables. Ils veulent quelqu'un de fiable, de professionnel, sans drame, ajoute Marcus. Je souris de la réunion avec le sentiment d'être piégé. Ma famille a réussi à retourner mon lieu de travail contre moi. En se présentant là-bas et en créant un scandale, ils m'ont fait paraître instable. Et maintenant, ma réputation professionnelle est en jeu. Mardi, Marcus me prend à part. Alan, j'ai réfléchi. Tu devrais peut-être prendre un peu de congé. Laisser les choses se tasser.
Revenir quand ta situation familiale sera réglée. Est-ce que tu me vires? Non. Je suggère un congé volontaire. 1 mois ou 2. Règle ta vie personnelle, puis reviens l'esprit frais. J'ai besoin de travailler, Marcus. J'ai des factures à payer. Je sais, l'entreprise a besoin de stabilité en ce moment. Si Peterson Tech est parti pour cela, d'autres clients pourraient suivre. Nous ne pouvons pas nous le permettre. Je réalise ce qui se passe. Mon associé s'éloigne de moi, protégeant l'entreprise à mes dépens. Mercredi, on me remet des documents légaux à mon bureau. Une autre humiliation. La réceptionniste les apporte à mon bureau. Emma a demandé une ordonnance d'éloignement. Je lis la requête. Elle prétend que je l'ai menacée, que je lui ai fait craindre pour sa sécurité, que mon comportement erratique suggère que je pourrais lui faire du mal ou en faire à ma mère. C'est une pure fiction, mais une audience est fixée à mardi prochain. J'appelle immédiatement David, mon avocat. Il examine le dossier à distance. C'est une démarche stratégique, Alan. Il te dépeigne comme dangereux. Si le juge l'accorde, tu auras l'interdiction de t'approcher d'un membre de la famille. Cela te fait passer pour un agresseur. Je n'ai jamais menacé personne. J'ai des enregistrements de nos appels téléphoniques. Bien. Apporte tout à l'audience, mais je vais être honnête, 10 ordonnances sont faciles à obtenir, surtout quand la plaignante est une mariée en larmes affirmant que son frère est instable. Les juges préfèrent pécher par excès de prudence. Le mardi suivant, je prends une demi-journée de congé et je me rends au tribunal avec David. Emma est là avec un avocat au costume coûteux et à l'attitude confiante, quelqu'un que Brad lui a recommandé. J'utilise les services de David, qui est compétent mais s'occupe principalement de droit des affaires, pas des affaires familiales. L'audience est brève. Emma prend la parole en premier. Elle pleure, dit qu'elle est terrifiée par moi, prétend que mon comportement s'est dégradé depuis des années. Le sabotage du mariage n'était que le dernier incident en date. Elle ne fournit aucune menace précise, juste des déclarations vagues sur mon agressivité et mon imprévisibilité. David procède au contre-interrogatoire. Pouvez-vous citer une seule menace précise formulée par votre frère? Il m'a dit que je regretterais de l'avoir exclu. Quand a-t-il dit cela? Au téléphone, après le mariage. Et a-t-il précisé ce que vous regretteriez? A-t-il proféré des menaces de violence? Il n'avait pas besoin de le faire. Je pouvais l'entendre dans sa voix. La juge est une femme mûre, probablement à la fin de la cinquantaine. Elle semble compatissante envers Emma. Je témoigne ensuite. J'explique que je n'ai jamais menacé personne, que j'ai simplement arrêté mon soutien financier après avoir été exclu du mariage. David joue un enregistrement de mon appel téléphonique avec Emma. Rien de menaçant, juste moi expliquant mes limites, mais la juge n'est pas convaincue. Monsieur Brennan, je comprends qu'il y ait un litige ici, mais mademoiselle Brennan semble sincèrement effrayée. Dans l'intérêt de la sécurité, je vais accorder une ordonnance d'éloignement temporaire. Vous devez rester à 150 mètres de mademoiselle Brennan, de votre mère Carole et de la résidence familiale. L'ordonnance est valable pendant 1 an, sauf modification. Possédez-vous des armes à feu? Non, votre honneur. Bien. L'ordonnance est enregistrée. Affaire suivante. C'est tout. 5 minutes et je suis légalement étiqueté comme une menace potentielle. David avait raison. Une démarche stratégique pour me faire passer pour dangereux. Désormais, quand les gens chercheront mon nom sur Google, ils risquent de trouver cela ou une autre arme que ma famille utilise contre moi. Ce soir-là, en passant en revue mes finances, je découvre quelque chose que j'avais complètement oublié. Il y a des années, ma mère m'avait convaincu de l'ajouter comme utilisatrice autorisée sur l'une de mes cartes de crédit. Juste pour les urgences, disait-elle. J'avais l'intention de la retirer après quelques mois, mais je n'avais jamais pris le temps de le faire. J'ai vérifié le compte. 15 000 $ dépensés au cours de la semaine passée. Hôtel, restaurant, frais d'avocat, shopping. Elle s'est lancée dans une frénésie d'achat. J'appelle immédiatement la compagnie de cartes de crédit. Je dois signaler des transactions non autorisées. Quelle est la nature de l'utilisation non autorisée? Ma mère est une utilisatrice autorisée, mais elle fait des achats que je n'ai pas approuvés. Je suis désolé, monsieur, mais si elle est enregistrée comme utilisatrice autorisée,
ces transactions sont considérées comme approuvées. Vous devez la retirer du compte pour éviter de futures dépenses. Retirez-la immédiatement, bien sûr. Mais les dépenses existantes restent sous votre responsabilité. Je raccroche, furieux contre moi-même de ne pas y avoir pensé plus tôt. Elle utilise mon propre crédit pour financer la guerre qu'elle me mène. Encore 15 000 $ que je devrais rembourser. Mon téléphone sonne. Numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose me pousse à décrocher. Alan Brennan. Oui. Ici Sandre, de la chaîne Channel 7 News. Nous faisons un reportage sur l'éloignement familial et l'abus financier envers les personnes âgées. Votre mère nous a contactés. Nous aimerions avoir votre version des faits. Je raccroche immédiatement. Elles vont voir les médias pour me faire passer pour un agresseur. La situation échappe complètement à mon contrôle. 2 mois s'écoulent. Octobre cède la place à novembre. Les feuilles changent de couleur et tombent. Je vis dans un cauchemar qui ne cesse de s'aggraver. Vendredi matin, je reçois une lettre recommandée à mon bureau. Je signe l'accusé de réception avec un sentiment d'angoisse. À l'intérieur se trouve une plainte civile. Ma mère et Emma me poursuivent en justice. La plainte allègue des abus financiers sur personnes âgées, de la coercition et de la fraude. Je lis le jargon juridique, mon café refroidissant à mes côtés. Selon la plainte, j'ai manipulé ma mère pour l'obliger à signer l'acte de propriété de sa maison. J'ai forcé des prêts sur les membres de la famille sans qu'ils les comprennent ou les acceptent. J'ai abusé d'elle psychologiquement pendant des années. Utilisant l'argent comme un outil de contrôle, j'ai abandonné ma mère dans le besoin, la laissant démunie et vulnérable. Elle réclame 500 000 $ de dommages et intérêts, ainsi que la restitution de la maison, des voitures et de tous les actifs, plus les frais d'avocat et des dommages-intérêts punitifs pour ma conduite malveillante. J'appelle immédiatement David. Il me dit de venir à son cabinet avec tous mes documents. Je passe le week-end là-bas à éplucher des boîtes de dossiers, chaque virement bancaire, chaque accord de prêt, chaque courriel et SMS. Nous construisons une défense, mais David a l'air inquiet. Alan, c'est grave. L'abus financier sur personnes âgées est une affaire pénale dans cet État. Elle ne se contente pas de te poursuivre au civil. Si elles parviennent à faire valoir cela, tu pourrais faire face à des accusations criminelles. Tout était légitime. J'ai des justificatifs pour tout. As-tu la preuve que le transfert de propriété a été expliqué à ta mère? Qu'elle a compris ce qu'elle signait? Cela a été fait par l'intermédiaire d'une société de titres de propriété. Les procédures standards. Tout a été notarié. Bien. Nous aurons besoin des documents originaux. Et Alan, il y a autre chose. Un avocat les aide. Brad, le fiancé de ta sœur. Il n'est pas l'avocat officiel du dossier, mais il les conseille clairement. Emma m'avait dit que Brad ne l'épouserait pas parce qu'elle lui avait menti. Apparemment, ils se sont réconciliés ou il l'aide par culpabilité. Quoi qu'il en soit, il travaille chez Whitmore & Associates, l'un des meilleurs cabinets de l'État. Il est spécialisé dans le droit des personnes âgées. Leur plainte est trop bien rédigée pour émaner d'un avocat généraliste. Ils ont une aide juridique sérieuse. Quelle est notre stratégie? Présenter la vérité. Montrer que tout ce que tu as fait était documenté et légal. Montrer le schéma de soutien financier, pas l'abus. Mais Alan, je vais être honnête. Ce n'est pas ma spécialité. Tu devrais peut-être envisager d'engager un avocat plaidant. Combien cela coûterait-il? Probablement 60 000 $ d'honoraires de départ. Plus si cela va jusqu'au procès. Je n'ai pas 60 000 $ à ma disposition. Mes économies ont été épuisées par les frais d'avocat de l'audience de l'ordonnance d'éloignement, par les 15 000 $ que ma mère a dépensés sur ma carte de crédit, par le coût général de la vie. Je dis à David de s'en occuper. Il est compétent. Je ferai avec. 2 semaines plus tard, audience d'urgence. Je suis assis dans une salle d'audience en face de ma mère et d'Emma. Elles ont l'air vulnérables, fragiles. Ma mère a vieilli de 10 ans en 2 mois. Les yeux d'Emma sont rouges à force de pleurer. Leur avocate, une femme vive d'une 40aine d'années, soutient que je me débarrasse de mes actifs pour éviter un jugement. Elle présente des preuves, des courriels qui montreraient que je menaçais de détruire la famille, des relevés bancaires montrant d'importants virements,
des déclarations de l'oncle Marc, de la tante Patricia et de Jennifer affirmant qu'ils m'ont vu manipuler ma mère, m'ont entendu la menacer. David réplique. Tout ce que j'ai fait était documenté. Les courriels sont sortis de leur contexte. Les témoins sont des membres de la famille biaisée. Mais le juge, un homme austère d'une 60aine d'années, semble préoccupé. Monsieur Brennan, êtes-vous actuellement en possession de la propriété située au 247 Maple Street? Je possède cette propriété, oui. Ma mère y vit gratuitement depuis 5 ans, mais l'acte de propriété est à votre nom? Oui, votre honneur. Je l'ai acheté pour aider ma mère à éviter la saisie. C'était essentiellement un cadeau. Je l'ai laissé y vivre sans payer de loyer ni de mensualité. Et a-t-elle compris que le titre resterait à votre nom de façon permanente? Cela a été expliqué par la société de titres de propriété lors de la transaction. Votre maman dispose-t-elle de documents montrant qu'elle comprenait cet arrangement? Je ne sais pas de quels documents elle dispose. Le juge regarde ma mère. Elle a l'air petite et confuse sur sa chaise. La victime parfaite. Cela me préoccupe, monsieur Brennan. Je vais ordonner un gel temporaire des avoirs. Tous vos comptes bancaires, comptes de placement et cartes de crédit seront gelés en attendant une enquête approfondie. Nous avons besoin d'un audit comptable d'investigation pour déterminer exactement ce qui s'est passé ici. Votre honneur, j'ai besoin d'accéder à mes comptes pour vivre. Vous pourrez demander à utiliser des fonds pour les dépenses de base, mais les actifs importants seront gelés jusqu'à ce que nous ayons réglé cela. Le procès est fixé dans 4 mois à compter d'aujourd'hui. Le 15 janvier. Je sors du tribunal en état de choc. David essaie d'être rassurant, mais je l'entends à peine. Tous mes comptes sont gelés, mes cartes de crédit arrêtées, mes placements bloqués. J'ai peut-être $3000 en liquide dans mon portefeuille. C'est tout. Au cours de la semaine suivante, j'apprends ce que signifie réellement avoir ses avoirs gelés. Le paiement de mon hypothèque est rejeté. Mon association de copropriété m'envoie un avertissement. Le paiement de la location de ma voiture échoue. Ma facture de téléphone, mes services publics, tout ce qui est en paiement automatique s'arrête. Je déménage de mon appartement. Je ne peux plus payer l'hypothèque. La banque finira par saisir de toute façon. Je trouve un studio dans un quartier difficile. 6 cents par mois, payable uniquement en espèces. Le propriétaire me pose à peine des questions. Je vends mes meubles pour de l'argent liquide, ma télévision coûteuse, mon beau canapé, mon cadre de lit. Tout s'en va pour le peu que je peux en tirer. J'annule mon forfait de téléphone et je prends un téléphone prépayé. $35 par mois. Je vais partout à pied ou je prends le bus. La voiture est reprise après 2 mensualités manquées. Je survis grâce au riz, aux haricots et aux nouilles instantanées. Mon poids chute de 84 à 76 kg en 6 semaines. Marcus m'appelle et me demande de nous voir pour un café. Je sais déjà ce qui m'attend. Nous nous rencontrons dans un restaurant près de mon nouvel appartement. Il a l'air mal à l'aise. Alan, je suis désolé de faire ça, mais Harrison nous a posé un ultimatum. L'ordonnance d'éloignement, le procès, les clients qui posent des questions. Cela affecte les affaires. Nous devons racheter tes parts dans l'association. Vous me poussez dehors. Nous proposons de racheter ta moitié. $50 000. Je sais que c'est moins que ce qu'elle vaut, mais c'est honnête vu les circonstances. Ma moitié vaut au moins $200 000. Dans des circonstances normales, oui, mais actuellement, avoir ton nom associé à l'entreprise est un risque. Les clients sont nerveux. $50 000, c'est ce que nous pouvons proposer. Je n'ai pas le choix. J'ai un besoin désespéré d'argent. Les frais d'avocat s'accumulent. David doit être payé. J'accepte l'offre. Le chèque va directement à David pour couvrir ce que je lui dois déjà et l'engager pour le procès. Je suis désormais sans emploi, pratiquement ruiné, et je me bats contre un procès qui pourrait me priver du reste. La phase d'instruction est brutale. Leur avocate exige chaque document, chaque courriel, chaque SMS des 15 dernières années. Je fournis tout. Puis je vois ce qu'elles ont fourni, des documents falsifiés, des papiers avec ma signature que je n'ai jamais signés, des dates modifiées sur des documents légitimes pour que tout paraisse suspect. Je les montre à David. Il fait appel à un expert en écriture, mais cela coûte $3000 que je n'ai pas.
J'emprunte à un ami. L'expert confirme que certaines signatures sont falsifiées, mais ne peut pas le prouver de manière définitive devant le tribunal sans des tests plus coûteux. Nous avons besoin d'une analyse technique des documents, d'une analyse complète du papier, de la datation de l'encre, d'une analyse informatique si certains ont été modifiés numériquement. Cela va coûter au moins 20 000 $. Je n'ai pas ces 20 000 $. Le procès approche et je suis sans défense face à des preuves fabriquées de toutes pièces. Les dépositions sont encore pires. Leur avocate est agressive. Elle remet en question chaque choix que j'ai fait depuis 15 ans. Mes difficultés à l'école après la mort de mon père deviennent des preuves de troubles de l'apprentissage qui ont affecté mon jugement. Ma réussite professionnelle devient un besoin obsessionnel de contrôle par la richesse. Ma générosité devient des tactiques de manipulation. Les membres de la famille élargie font des dépositions. L'oncle Marc témoigne que j'ai toujours semblé instable. La tante Patricia se souvient que j'étais renfermé lors des réunions de famille. Jennifer dit que j'ai toujours été jaloux d'Emma. Chaque comportement normal est réinterprété comme la preuve de quelque chose de sinistre. Je fais ma déposition. 5 heures d'interrogatoire hostile. Chaque réponse est déformée. David s'y oppose à plusieurs reprises, marre le mal est fait. Ils construisent un dossier qui me dépeint comme un agresseur calculateur qui a passé des années à manipuler une veuve vulnérable. En décembre, je travaille à temps partiel dans un magasin de réparation électronique. Payé de la main à la main, 12 $ de l'heure. Je répare des téléphones et des tablettes. Le propriétaire ne pose pas de questions. Je vis avec 9 cents $ par mois. Le loyer, la nourriture, le téléphone, le ticket de bus, rien d'autre. J'ai perdu 27 kg. Je n'ai pas dormi correctement depuis des mois. Je vois David une fois par semaine pour préparer le procès, mais je vois bien qu'il est inquiet. Sans argent pour des témoins experts, sans ressources pour combattre leurs preuves fabriquées, nous allons perdre. Le procès commence le 15 janvier. Je suis prêt à tout perdre. Le 15 janvier arrive, froid et gris. Je me tiens devant le tribunal dans un costume d'emprunt. David me l'a prêté parce que j'ai vendu tous mes beaux vêtements il y a des mois. Il ne me va pas tout à fait bien. J'ai l'air de ce que je suis, un homme qui a été brisé. Je vis dans ce studio depuis 4 mois maintenant. 600 $ par mois plus les services publics. Travaillant au magasin de réparation, gagnant à peine de quoi survivre. Mon poids est descendu à 68 kg. Je me regarde dans les miroirs des salles de bain et je ne reconnais pas la personne qui me fait face. Des yeux creusés, des pommettes saillantes, la manifestation physique de la défaite. David me retrouve sur les marches du tribunal. Il est toujours gentil, travaille toujours à des tarifs réduits, mais je lui dois 40 000 $ maintenant, un argent que je ne pourrai jamais rembourser à moins de reconstruire ma vie entière, ce qui semble impossible étant donné que je m'apprête à perdre ce procès. Prêt, demande-t-il. Est-ce que ça a de l'importance, David? Nous allons présenter la vérité. C'est tout ce que nous pouvons faire. La vérité n'a pas eu beaucoup d'importance jusqu'ici. Nous entrons. La salle d'audience est plus petite que ce à quoi je m'attendais. Ma mère est assise à la table de la partie plaignante avec Emma et leur avocate. Ma mère a l'air fragile, vêtue d'une simple robe grise. Emma a l'air triste et inquiète. Des victimes parfaites. Je suis le méchant dans un costume d'emprunt trop grand. Le jury entre 12 personnes qui vont décider de mon sort. 6 hommes, 6 femmes, d'âges divers. Ils me regardent avec curiosité et autre chose. De la suspicion, peut-être. Ils ont déjà entendu parler de l'affaire. Les informations locales ont couvert le procès. Le fils à qui tout réussit accusé d'abus sur personne âgée. Mon visage à la télévision. Mon nom dans les journaux. Présumé coupable avant même de commencer. Les déclarations d'ouverture commencent. Leur avocate est rodée et convaincante. Elle raconte l'histoire d'une veuve vulnérable qui a perdu son mari tragiquement. D'un fils qui s'est blâmé d'avoir survécu à l'accident et a canalisé cette culpabilité dans le contrôle. Des années de manipulation déguisée en générosité. D'une mère qui ne s'est pas rendue compte qu'elle était abusée jusqu'à ce que son fils l'abandonne. D'une fille dont le mariage a été saboté par pure méchanceté. D'une famille détruite par le besoin de pouvoir d'un homme. Le jury est captivé. Je regarde leur visage.
Ils y croient. Bien sûr qu'ils y croient. C'est une bonne histoire. Et ma mère a l'air si fragile assise là. La déclaration d'ouverture de David est factuelle. J'étais un fils généreux qui a soutenu financièrement sa famille pendant 10 ans. Ils ont profité de cette générosité. Quand ils m'ont exclu du mariage de ma sœur, j'ai fixé mes limites. Ils ont riposté par de fausses accusations. Mais sa présentation manque d'émotion. Le jury a l'air de s'ennuyer. Les faits ne font pas le poids face à un récit captivant. L'accusation appelle d'abord ma mère à la barre. Elle prend son temps pour monter, marchant lentement comme si chaque pas la faisait souffrir. Elle a 62 ans, mais en paraît 75. Elle s'assoit, ajuste le microphone et regarde le jury avec des yeux humides. Leur avocate la guide à travers son témoignage. Elle décrit la perte de son mari dans cet accident il y a 16 ans. À quel point cela a été dévastateur. Comment elle a essayé de maintenir la famille unie pour le bien de ses enfants. Comment Alan est devenu distant et difficile après l'accident. Comment elle a essayé de l'aider mais qu'il l'a repoussé. Elle parle de la maison. Décrit comment Alan l'a convaincu de mettre l'acte de propriété à son nom. Il a dit que c'était pour des raisons fiscales, que cela m'aiderait. J'avais confiance en lui. C'est mon fils. J'ai signé les papiers parce qu'il me l'a dit. Je n'ai pas compris ce que cela signifiait. Je pensais que la maison était toujours à moi. Elle pleure. De vraies larmes. Peut-être croit-elle même à ses propres mensonges maintenant. Je pensais qu'il m'aidait. Je ne réalisais pas qu'il me prenait tout. Et quand j'ai eu le plus besoin de lui, quand Emma se mariait, il m'a abandonné. Il a détruit le mariage de ma fille, m'a laissé sans rien. Le jury a l'air ému. Plusieurs jurés hochent la tête. Une femme plus âgée a les larmes aux yeux. Je veux me lever et hurler que ce sont des mensonges. Que je lui ai donné 350 000 $ sur 10 ans. Qu'elle ne m'a pas remercié une seule fois. Qu'elle m'a dit que les étrangers n'étaient pas admis au mariage. Mais je reste assis là, silencieux, pendant qu'elle fait son numéro. Contre-interrogatoire. David est doux, ce qui est la bonne stratégie, mais cela n'aide pas. Il l'interroge sur l'argent que je lui ai donné. Elle prétend qu'elle n'était pas au courant de la majeure partie de cet argent. Elle pensait que certains virements étaient des cadeaux, des choses normales qu'un fils fait pour sa mère. Je n'avais aucune idée qu'il tenait des comptes, prévoyant de qualifier cela de prêt un jour. David souligne que j'ai transféré 3 000 $ par mois sur son compte pendant 5 ans. Elle répond qu'elle pensait que c'était juste Alan qui se montrait généreux. Elle ne s'est pas demandé d'où cela venait. Quand David fait remarquer que cela représente 180 000 $ sur 5 ans, elle a l'air confuse et dit qu'elle n'est pas douée avec les chiffres. Le jury y croit, la gentille petite veuve qui ne comprend rien aux finances. Bien sûr, elle ne réalisait pas ce qui se passait. La manipulation continue même au tribunal. Emma témoigne ensuite. Elle est calme, parle clairement. Elle me décrit comment un frère aîné jaloux qui a toujours envié sa réussite. Elle dit que j'ai ruiné son mariage par rancune. Prétend que j'ai exigé le remboursement de prétendus prêts qu'elle n'avait jamais acceptés. Dit qu'elle n'est toujours pas officiellement mariée parce que la famille de Brad ne leur fait plus confiance. Elle pleure en décrivant le jour du mariage, le directeur de la salle interrompant la cérémonie, l'humiliation devant la famille de Brad, son jour parfait détruit. Je sais que j'ai commis des erreurs. J'aurais dû insister pour qu'Alan soit invité. Je me sens terriblement mal pour cela, mais j'essayais de faire plaisir à tout le monde. Je n'aurais jamais pensé qu'il ferait quelque chose de si cruel. Le jury hoche la tête. Il voit une sœur pleine de remords qui a fait une erreur et l'a payé cher. Il voit un frère en colère qui a poussé la vengeance beaucoup trop loin. David procède au contre-interrogatoire, souligne qu'elle a accepté de m'exclure. Emma l'admet, mais le présente comme un moment d'égarement. J'étais stressé par le mariage. Maman a dit que ce serait plus facile si Alan n'était pas là. Je n'aurais pas dû l'écouter, mais cela n'excuse pas ce qu'il a fait. La famille élargie témoigne. L'oncle Marc, la tante Patricia, la cousine Jennifer. Chacun me décrit comme quelqu'un de troublé, de distant, de rancunier. Il brosse le portrait de quelqu'un qui ne s'est jamais intégré, qui semblait toujours en colère sous la surface. Aucun d'eux n'était au courant des 350 000 $ d'aide parce que ma mère ne le leur avait jamais dit. Donc, de leur point de vue,
mon histoire ressemble à des excuses d'un homme en colère. Leur expert comptable témoigne. Professionnel, crédible, il dit tout ce qu'il faut. Souligne que j'ai gardé l'acte de propriété à mon nom. Dit que c'est cohérent avec les schémas de manipulation financière. Note que je m'étais inscrit comme utilisateur autorisé sur les comptes de ma mère. Dit que les victimes d'abus financiers ne se rendent souvent pas compte de ce qui se passe jusqu'à ce que l'agresseur retire son soutien. David procède au contre-interrogatoire, mais l'expert est trop aguerri. Le jury fait confiance aux experts. Un clou de plus dans mon cercueil. Un expert en écriture témoigne que les documents semblent authentiques. Je sais qu'ils sont falsifiés, mais l'expert dit qu'il n'y a aucune preuve de falsification, soit incompétent, soit payé pour mentir. Je ne le saurai jamais. Le jury croit l'expert. Pourquoi ne le ferait-il pas? Fin du 3e jour. L'accusation clôt sa présentation. David me prend à part dans le couloir. Des gens passent à côté de nous, des avocats et des justiciables d'autres affaires, la machine judiciaire poursuivant sa route. Alan, je dois être honnête avec toi. Nous perdons l'affaire sur toute la ligne. Le jury les croit. Elles ont plusieurs témoins, des experts et, surtout, elles ont la sympathie du public. Tu es le fils qui a réussi et qui passe pour un tyran. Tout ce que nous présentons ressemble à des excuses. Alors, on fait quoi? Je pense que tu devrais envisager un règlement à l'amiable. Qu'est-ce que ça signifie? Leur donner la maison. Annuler tout l'argent qu'elles te doivent. Partir sans rien. En échange, elles abandonnent la plainte. Pas de jugement contre toi. Tu repars de zéro, mais au moins tu n'es pas écrasé par les dettes. Donc, elles gagnent. Elles obtiennent tout. La maison que j'ai achetée, les 350 000 $ que je leur ai donnés, et elles ne subissent aucune conséquence pour leurs mensonges. Oui, c'est exactement ce que cela signifie. Mais Alan, si cela va jusqu'au verdict, le jury pourrait leur accorder les 500 000 $ qu'elles demandent, plus les frais d'avocat, plus les dommages-intérêts punitifs. Tu pourrais te retrouver à leur devoir 700 000 $ ou plus. Tu devrais te déclarer en faillite. Cela te détruirait complètement. Je m'assois sur un banc du tribunal. Les gens défilent d'autres personnes avec leurs propres problèmes, leurs propres combats. Je ne suis qu'une personne de plus dont la vie s'effondre dans ce bâtiment. Laisse-moi y réfléchir. Le procès reprend demain matin. Nous présentons notre dossier, mais je te le dis tout de suite, cela ne va pas suffire. Sans les témoins experts que nous ne pouvons pas nous payer. Sans ressources pour combattre leurs preuves, nous allons perdre. Le règlement est peut-être ta meilleure option. Je rentre dans mon studio ce soir-là, je m'assois sur le matelas bon marché posé sur le sol, je mange des nouilles instantanées dans un bol en polystyrène, je pense à la façon dont j'ai été complètement détruit. J'ai essayé de me défendre. J'ai essayé de fixer des limites. Et cela m'a coûté tout ce que j'avais, ma carrière envolée, mes économies disparues, ma maison perdue, ma famille retournée contre moi. Ma famille élargie croit que je suis un monstre. Ma réputation professionnelle est ruinée. Et maintenant, je suis sur le point de perdre en justice face à des gens qui mentent ouvertement. Ma mère va récupérer sa maison, la maison que j'ai payée 140 000 $. Elle va probablement la vendre, garder l'argent et rire de la façon dont elle s'en est sortie. Emma va continuer sa vie. Peut-être épouser Brad après tout et se souvenir de moi comme du frère fou qui a déraillé. C'est une défaite complète. Une destruction totale. Et je ne vois aucune issue. Je ne dors pas de la nuit. Je reste allongé là à fixer le plafond, me demandant si David a raison. Si je devrais simplement me rendre, leur donner tout et m'en aller. Au moins, ce serait fini. Le matin arrive. Je me traîne hors du lit, me douche dans la minuscule salle de bain, enfile le costume d'emprunt, marche jusqu'au tribunal parce que je ne peux même pas me payer le ticket de bus aujourd'hui. J'ai besoin de chaque dollar qu'il me reste. C'est le point le plus bas que j'ai jamais atteint. Aussi bas que je puisse imaginer, et je n'ai aucune idée de comment remonter. David me retrouve devant la salle d'audience. Il voit bien que je n'ai pas dormi, que je tiens à peine debout. Nous présentons notre dossier aujourd'hui. Es-tu prêt à témoigner? Est-ce que ça a de l'importance? Elles ont déjà gagné. Alan, nous n'avons pas encore fini. Nous disons la vérité. Parfois,
cela suffit. Ça n'a pas été le cas jusqu'ici. Nous entrons. La salle d'audience semble plus petite aujourd'hui, étouffante. Ma mère et Emma sont déjà assises. Elles ont l'air confiantes. Pourquoi ne le seraient-elles pas? Elles sont en train de gagner. David m'appelle à la barre. Je jure de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je m'assois, prends une inspiration, raconte mon histoire. Je décris la mort de mon père, l'accident, les années qui ont suivi quand ma mère me reprochait d'avoir survécu, comment je suis devenu le bouc émissaire de tout ce qui n'allait pas dans la famille, comment j'ai cumulé plusieurs emplois à l'université pour obtenir mon diplôme sans dette. Comment j'ai bâti une carrière réussie malgré tout. Je décris mon désir d'aider ma famille, le remboursement de l'hypothèque de ma mère, 85 000 $. Le remboursement des prêts d'Emma, 60 000 $, l'achat de leur voiture, la prise en charge de leurs factures médicales et de leurs dépenses quotidiennes. Je souris mes relevés bancaires, montre chaque virement, 350 000 $ sur 10 ans. J'explique la maison. Mon avocat m'avait conseillé de garder le titre à mon nom pour des raisons fiscales, mais ma mère y vivait gratuitement. Pas d'hypothèque, pas de loyer. C'était essentiellement un cadeau. Elle avait la pleine jouissance de la propriété. Je n'ai jamais rien demandé en retour. Je décris le mariage, apprendre que je n'étais pas invité, ma mère me traitant d'étranger. La blessure et l'humiliation d'être exclu par ma propre famille après des années à les soutenir. Je n'ai rien saboté. J'ai gelé l'accès à un argent qui m'appartenait. Un argent que je donnais en cadeau. Quand ils ont été clairs sur le fait que je ne faisais pas partie de la famille, j'ai arrêté de les traiter comme ma famille. C'est ce qu'on appelle fixer des limites, pas de l'abus. Leur avocate m'interroge de manière agressive. Si vous étiez si généreux, pourquoi avoir abandonné votre mère quand elle avait le plus besoin de vous? Elle m'a désinvité du mariage de ma sœur. Elle m'a dit que les étrangers n'étaient pas admis. Après 20 ans d'abus psychologiques et 10 ans de soutien financier, j'ai réalisé que je devais me protéger. En lui enlevant sa maison. C'était ma maison légalement depuis le début. Je lui ai donné un préavis légal comme l'exige la loi. Je ne lui enlevais rien. J'arrêtais simplement de soutenir des gens qui me traitaient terriblement. Vous semblez très en colère, monsieur Brennan. Je suis blessé. Il y a une différence. Elle m'attaque sous tous les angles. Fait passer ma réussite pour de l'obsession, ma générosité pour du contrôle, mes limites pour de la cruauté. Mais je reste calme, factuel. Je ne la laisse pas me pousser à paraître en colère ou instable. Quand elle a fini, je descends de la barre. Le jury a l'air incertain maintenant. Mon témoignage était convaincant, mais est-ce suffisant pour surmonter le récit qu'ils ont déjà accepté? David appelle notre témoin. Un seul. Nous ne pouvions pas nous en payer d'autres. La défense appelle Sarah Patterson à la barre. Je suis confus. Je ne connais pas bien Sarah. C'est une femme d'environ 65 ans, une amie de l'église de ma famille. Je l'ai rencontrée quelques fois lors de réunions il y a des années. Que fait-elle ici? Sarah monte à la barre. Elle porte une simple robe bleue, elle a des yeux bienveillants. Elle a l'air nerveuse mais déterminée. David lui demande d'expliquer pourquoi elle est là. J'étais au mariage en tant qu'invité de la marraine d'Emma. Mon ami ne pouvait pas y assister et m'a demandé de filmer la cérémonie sur mon téléphone pour elle. J'étais heureuse de le faire. Et que s'est-il passé pendant la cérémonie? Le téléphone de Carole n'arrêtait pas de sonner. La mère de la mariée. Elle avait l'air agacée mais continuait de l'ignorer. Finalement, pendant la cérémonie de la bougie de l'unité, elle a répondu. Elle s'est écartée près de l'endroit où j'étais assise. Mon téléphone enregistrait toujours. Il a capté l'audio. David présente le téléphone déjà enregistré comme preuve. Il joue l'audio dans la salle d'audience. La salle d'audience devient complètement silencieuse. L'enregistrement de Sarah est clair, d'une clarté cristalline. La voix de ma mère, quoi? Le virement a été rejeté? Eh bien, c'est parfait. Laisse ce gamin ingrat souffrir. Il pensait pouvoir m'humilier en ne se présentant pas. Maintenant, son coup bas avec le fonds fiduciaire gâche la journée d'Emma. Tant mieux. Elle rit. Rit vraiment. Assure-toi que tout le monde sache que c'était de sa faute. Je veux qu'il passe pour le méchant ici.
La voix continue, no, laisse-le être rejeté. Le père de Brad va couvrir les frais juste pour sauver les apparences. Et nous poursuivrons Alan pour tout ce qu'il a. Brad nous aide à monter le dossier. Ce garçon est enfin utile à quelque chose. Nous lui prendrons son argent, lui prendrons sa maison, détruirons sa réputation. Il ne s'en remettra jamais. Et tout le monde pensera que c'est lui le méchant. C'est parfait. La salle d'audience est d'un calme de mort. On entendrait une mouche voler. Le jury a l'air choqué. Plusieurs jurés fixent ma mère. Son visage est devenu complètement blanc. Emma fixe le sol. David interrompt l'enregistrement. Mademoiselle Patterson, pourquoi venez-vous témoigner de cela aujourd'hui? Je ne me suis pas rendu compte de ce que j'avais enregistré au début. J'ai envoyé la vidéo à mon ami et je n'y ai plus pensé, mais ensuite j'ai vu la couverture médiatique du procès. J'ai entendu dire qu'Alan était accusé d'abus sur personnes âgées. Je connais cette famille depuis 15 ans. Je suis allé chez elle. J'ai vu comment Carol traite Alan. Sa voix se fait plus forte. Ce garçon envoyait de l'argent à sa mère chaque mois. Je le sais parce que Carol s'en plaignait auprès de notre groupe de prière. Elle disait qu'il envoyait de l'argent mais n'appelait jamais, ne venait jamais. Elle le faisait passer pour quelqu'un d'égoïste alors même qu'elle dépensait son argent. Je ne pouvais plus me taire. C'est injuste. David présente d'autres preuves, des documents dont j'ignorais l'existence, des courriels de mon comptable confirmant que la transaction immobilière était légitime, une procédure standard effectuée en toute transparence. D'autres chèques encaissés, des relevés financiers détaillés. Il appelle à la barre mon ancienne voisine, Madame Roberts, qui habitait à côté de la maison familiale. Elle témoigne avoir entendu ma mère me hurler dessus lors de mes visites. Elle le traitait de propre à rien, lui disait qu'il était un fardeau. J'avais tellement de peine pour ce garçon. Il arrivait avec des courses ou pour payer des réparations, et elle passait tout son temps à le critiquer. David présente mes dossiers scolaires du lycée, le témoignage de mon ancien conseiller d'orientation, aujourd'hui retraité, qui se souvenait de ma situation. Alan était un bon élève malgré des circonstances familiales terribles. Sa mère venait aux réunions parents-professeurs et lui rejetait la responsabilité de la mort de son père. C'était déchirant. J'ai documenté nos conversations sur sa santé mentale. L'école était inquiète. Des dossiers médicaux datant de mes 19 ans, des séances de thérapie, des notes d'un thérapeute indiquant un traumatisme familial, des abus psychologiques, du stress, des problèmes de santé induits un schéma remontant à des années. Le jury observe tout cela avec un regard neuf. Le récit change en temps réel. David rappelle Emma à la barre pour un contre-interrogatoire supplémentaire. Elle a l'air terrifiée. Il joue à nouveau l'enregistrement de Sarah. Mademoiselle Brennan, did you know your mother was planning to sue your brother before the wedding? Emma hésite. Brad a mentionné que cela pourrait être nécessaire si Alan créait des problèmes. Donc, ce procès était prévu avant le jour du mariage comme un plan de secours? Oui. Saviez-vous qu'Alan avait donné à votre famille 350 000 $ sur 10 ans? Emma garde le silence. Mademoiselle Brennan, vous êtes sous serment. Oui, sa voix est à peine un murmure. Je le savais. Maman m'a dit de ne pas en parler. Elle a dit que cela nous ferait mal paraître devant la famille de Brad. Elle a dit qu'Alan avait donné cela parce qu'il nous devait de l'argent pour l'avoir supporté toutes ces années. L'avez-vous jamais remercié? Emma s'effondre complètement. Des sanglots secouent son corps. Non. Mon Dieu, non. Je ne l'ai jamais remercié. J'ai juste supposé qu'il avait tellement d'argent que cela n'avait pas d'importance. Maman disait qu'il était égoïste de ne pas donner plus, de ne pas être plus présent. J'ai cru tout ce qu'elle disait. J'ai toujours cru ce qu'elle disait. C'est ma mère. Elle pleure si fort qu'elle peut à peine parler. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Elle m'a fait mentir. Pour l'ordonnance d'éloignement, elle m'a tout dicté. Il ne m'a jamais menacé, pas une seule fois. Elle a dit que nous en avions besoin pour construire notre dossier contre lui. J'ai accepté. Et puis j'ai menti à Brad à ce sujet. Votre fiancé ne savait pas que vous aviez menti? Il l'a découvert plus tard. Quand nous préparions le procès, il a réalisé que les menaces que je prétendais avoir subies n'avaient jamais eu lieu. C'est pour cela qu'il ne veut plus m'épouser. Pas à cause de l'argent,
mais parce que j'ai menti. Parce que j'ai laissé maman me manipuler pour détruire mon propre frère. Brad était dégoûté par moi, par nous. Son cabinet enquête sur lui maintenant pour avoir aidé dans une affaire frauduleuse. La salle d'audience s'enflamme. Leur avocate s'y oppose. Le juge réclame le calme, le mal est fait. L'effondrement complet d'Emma est dévastateur pour leur dossier. Le jury voit une mère manipulatrice et une fille faible qui a fini par craquer sous le poids des mensonges. David présente d'autres preuves, des documents montrant que ma mère a détourné de l'argent de l'entreprise de mon père avant sa mort, à hauteur de 65 000 $. Mon père l'avait découvert, avait demandé le divorce. Il est mort dans l'accident avant que le divorce ne soit prononcé. Des rapports de police de l'accident que je n'avais jamais vu ma mère contrôlait toutes ces informations quand j'avais 17 ans. Des déclarations de témoins suggérant que la voiture aurait pu être sabotée. L'enquête avait été classée faute de preuves, mais des soupçons subsistaient, des conduites de frein qui semblaient compromises. David n'accuse pas directement ma mère de quoi que ce soit. Il n'a pas besoin de le faire. Les implications restent suspendues dans l'air. Le jury regarde ma mère avec horreur, se demandant si elle est capable de pire encore que ce qu'elle a déjà prouvé. Enfin, David lâche la dernière bombe. Brad a été suspendu de son cabinet d'avocat pour violation de l'éthique. Il a aidé ma famille à monter un dossier en sachant que les preuves étaient falsifiées. Il s'est retiré dès qu'il a appris qu'Emma avait menti sur les menaces, mais à ce moment-là, il avait déjà aidé à fabriquer des preuves. Le barreau de l'État enquête. Sa carrière est peut-être finie. Emma, est-il vrai que votre relation avec Brad a pris fin à cause de vos mensonges? Oui. Il a dit qu'il ne pouvait plus me faire confiance. Sa famille ne veut plus me parler. Le mariage a eu lieu, mais nous n'avons jamais signé la licence de mariage. Nous ne sommes pas mariés. J'ai perdu l'homme que j'aimais à cause de ce que maman m'a convaincu de faire. La boucle est bouclée. Le procès qui était censé me détruire est en train de les détruire elle à la place. Le jury délibère. Je m'assois dans le couloir avec David, n'osant pas espérer. Sarah Patterson est assise avec nous. Vous avez bien fait de venir témoigner, lui dis-je. Il le fallait. Votre mère a trompé les gens pendant trop longtemps. Elle n'est pas la victime qu'elle prétend être. 90 minutes plus tard, le jury revient. Nous retournons dans la salle d'audience. La présidente du jury se lève, lit le verdict. Nous trouvons en faveur du défendeur, Alan Brennan, sur tous les chefs d'accusation. Les plaintes de la partie civile pour abus financiers sur personnes âgées, coercition et fraude sont sans fondement. De plus, nous constatons que les plaignantes ont commis une fraude, un parjure et un abus de procédure en intentant ce procès. Nous accordons à Alan Brennan 275 000 $ de dommages-intérêts plus les frais de justice. Le juge ajoute sa propre déclaration. Je ne fais pas souvent cela, mais la Cour tient à souligner que ce qui s'est passé ici représente un abus grave du système judiciaire. Mademoiselle Brennan et Madame Carol Brennan ont sciemment présenté de fausses plaintes, ont produit des preuves falsifiées et ont tenté de manipuler ce tribunal. Le défendeur a été soumis à d'immenses épreuves basées sur des mensonges. Il regarde ma mère. Madame Brennan, j'ordonne une enquête pénale sur votre conduite au cours de ce procès. Le parjure est un crime grave. De plus, je rouvre l'enquête sur la mort de votre défunt mari. Les éléments présentés suggèrent des circonstances qui justifient un réexamen. Il ordonne à ma mère de libérer la propriété sous 30 jours. Leur ordonne de payer tous mes frais de justice. Leur ordonne de n'avoir aucun contact avec moi. Puis il fait quelque chose d'inattendu. Il émet un mandat. Madame Carol Brennan, vous êtes poursuivie pour outrage au tribunal pour parjure commis durant ces procédures. Huissier, placez-la en détention. Ma mère est escortée hors de la salle d'audience menottée. Elle hurle. Emma s'effondre à la table des plaignants, hystérique. Leur avocate a l'air complètement sonnée. David me serre l'épaule. Nous avons gagné, Alan. Nous avons vraiment gagné. Je ne parviens pas à réaliser. Je ne ressens rien. Juste un engourdissement, du soulagement, de l'épuisement. C'est fini. 3 mois passent. Le printemps arrive. Le monde se réveille de l'hiver. Et moi aussi. Ma mère accepte un accord de plaider coupable. Le procureur est agressif, veut faire un exemple.
Mais l'avocat de ma mère négocie. Elle a 62 ans, aucun casier judiciaire. Elle plaide coupable de parjure et de fraude. Elle écope de 3 ans de mise à l'épreuve, $10 000 d'amende et est condamnée à me verser une restitution complète. Pas de prison en raison de son âge et de ses problèmes de santé, mais la condamnation reste inscrite à son casier. Elle a également l'interdiction de me contacter ou une ordonnance d'éloignement, cette fois en ma faveur. Emma n'est pas poursuivie pénalement. Le procureur estime qu'elle a été manipulée par sa mère, qu'elle est aussi une victime à certains égards, mais elle fait face à des sanctions civiles pour son rôle dans la fraude, et les conséquences dans sa vie personnelle sont graves. Brad met un terme définitif à leur relation. Il ne veut plus lui parler. Sa famille considère toute cette situation comme un scandale. Brad perd sa licence d'avocat pendant 6 mois, Maher garde son travail après avoir promis de suivre une formation complémentaire en éthique. Il ne veut plus rien avoir à faire avec Emma ni avec le désordre qu'elle a apporté dans sa vie. Les membres de la famille élargie commencent à me contacter. L'oncle Marc m'appelle pour s'excuser. Dit qu'il n'avait aucune idée de toute l'histoire. Dit que ma mère a menti à tout le monde. J'ai accepté ses excuses, mais je lui dis que je ne suis pas intéressé par la reconstruction d'une relation. Il a fait son choix lorsqu'il a témoigné contre moi en se basant sur les mensonges de ma mère. La tante Patricia m'envoie une longue lettre, m'explique qu'elle se sent terriblement mal, dit qu'elle aurait dû poser plus de questions. Je lis la lettre une fois et je la jette. Trop peu, trop tard. Ma cousine Jennifer publie des excuses publiques sur les réseaux sociaux. Elle admet qu'elle s'est trompée, qu'elle a cru à des mensonges, qu'elle est désolée. Sa publication obtient quelques centaines de mentions j'aime. Les gens commentent sa bravoure pour avoir admis son erreur. Je ne réponds pas. Elle voulait de l'attention quand elle m'attaquait. Maintenant, elle veut de l'attention pour s'excuser. J'en ai fini de faire partie de son histoire. Avec l'argent du règlement et mes avoirs dégelés, je commence à reconstruire. J'ai des choix à faire, rester dans cette ville où tout le monde connaît l'histoire ou repartir à zéro ailleurs. Je choisis de repartir à zéro. Je déménage à Portland, dans l'Oregon, aussi loin de mon ancienne vie que possible sans quitter le pays. Je loue un bel appartement donnant sur la rivière Willamette. Pas luxueux, mais propre, sûr et à moi. Je le meuble lentement, soigneusement. Chaque pièce est choisie parce qu'elle me plaît, pas parce qu'elle est impressionnante ou coûteuse. Je trouve un emploi dans une entreprise de sécurité technologique, un meilleur poste que celui que j'avais auparavant. L'entreprise a vérifié mes antécédents, a trouvé les articles de presse sur le procès, mais ils ont aussi lu le verdict. Ma nouvelle patronne, Rachel, est compréhensive. Tout le monde a une histoire. Ce qui compte, c'est la façon dont on la gère. Tu t'es défendu contre de fausses accusations. Cela demande de la force. Nous apprécions cela ici. Je commence une thérapie, une vraie thérapie, pas seulement de la gestion de crise. Le docteur Martinez m'aide à tout assimiler, les années de violence psychologique, le traumatisme du procès, le chagrin d'avoir perdu ma famille, même si elle était toxique. Vous pouvez pleurer ce que vous auriez voulu qu'ils soient tout en vous protégeant de ce qu'ils sont réellement, me dit-elle. Je rejoins un groupe de randonnée. Je me fais des amis qui ne connaissent rien de mon passé, des gens qui m'apprécient pour ce que je suis maintenant, pas malgré ce que j'ai traversé. Je leur dis que je suis nouveau à Portland, que je repars à zéro, et ils m'accueillent chaleureusement. Nous faisons de la randonnée chaque samedi, le mont Hood, les gorges du Columbia, la chaîne côtière. L'effort physique m'aide. Être en plein air m'aide. Être entouré de gens qui n'attendent rien de moi m'aide. Je commence à fréquenter quelqu'un. Elle s'appelle Claire. Elle est graphiste, drôle et gentille. Nous nous rencontrons dans un café. Elle renverse son latte sur mon ordinateur, s'excuse abondamment, m'achète une nouvelle boisson et un muffin. Nous finissons par discuter pendant 2 heures. Elle me fait rire pour la première fois depuis des mois. Lors de notre 3e rendez-vous, je lui parle de ma famille, du procès, de tout. Je me dis que si elle doit s'enfuir, il vaut mieux le savoir maintenant. Elle écoute sans m'interrompre. Quand j'ai fini, elle tend la main à travers la table et prend la mienne. Cela a l'air incroyablement difficile. Je suis désolé que tu aies traversé cela. Mais il me semble aussi que tu as tout fait correctement. Tu as fixé des limites. Tu t'es protégé. Tu as dit la vérité même quand cela te coûtait tout.
Ce n'est pas de la faiblesse, Alan. C'est de la force. Nous sortons ensemble depuis 2 mois maintenant. C'est récent, mais c'est juste. Elle m'apprend à quoi ressemblent des relations saines, respect mutuel, communication honnête, soutien mutuel sans tenir les scores. 6 mois après le procès, je reçois une lettre transmise par David. L'écriture d'Emma. De longues pages écrites à la main. J'ai failli la jeter sans la lire. Mais quelque chose me pousse à l'ouvrir. Elle écrit qu'elle suit une thérapie intensive, qu'elle réalise qu'elle a favorisé les abus de notre mère, qu'elle comprend comment elle a bénéficié de mon rôle de bouc émissaire familial, et les façons dont elle a activement participé à me blesser, pas seulement en acceptant les plans de maman, mais par ses propres choix. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. Je ne mérite pas le pardon, mais j'ai besoin que tu saches que je vois enfin la vérité. Tu étais la personne la plus forte de notre famille et nous t'avons puni pour cela. Tu étais généreux et nous en avons profité. Tu as fixé des limites et nous t'avons attaqué. Tout ce que tu as fait était juste, et tout ce que nous avons fait était mal. Je suis désolé. Je suis si profondément désolé. Je comprends si tu ne veux plus jamais me parler. J'avais juste besoin que tu saches que je comprends enfin ce que nous t'avons fait. Je lis la lettre 3 fois. Je ne ressens rien au début, ni colère, ni tristesse, juste de la distance. Puis quelque chose change. Pas tout à fait du pardon, mais de la reconnaissance. Elle essaie de grandir. C'est déjà ça. J'écris une brève réponse par l'intermédiaire de David. J'ai bien reçu ta lettre. J'apprécie tes excuses et j'espère que tu trouveras la paix. Mais je ne souhaite pas de relation. J'ai avancé dans ma vie et je dois maintenir cette limite pour ma propre santé. Je te souhaite le meilleur. Au revoir. Je l'envoie et je me sens plus léger. Le docteur Martinez avait raison, le pardon ne nécessite pas de réconciliation. Je peux reconnaître l'évolution de quelqu'un sans la laisser revenir dans ma vie. Je peux lui souhaiter le meilleur à distance. C'est une limite saine, pas de la cruauté. Un samedi matin, je suis assis sur le balcon de mon appartement, un café à la main, regardant le soleil se lever sur les montagnes. Mon téléphone sonne. Tyler, du groupe de randonnée, m'invite à camper ce week-end dans le parc national olympique. Une douzaine de personnes y vont. J'accepte immédiatement. En raccrochant, je pense à l'époque, il y a 1 an, où j'étais assis dans ce tribunal, croyant avoir tout perdu. À certains égards, j'ai tout perdu, ma carrière, ma maison, mes économies, ma famille où tout s'était envolé. Mais j'ai gagné quelque chose de plus précieux, la paix, la liberté, le respect de soi, la vérité, la justice. J'ai récupéré ma vie. Pas la vie que j'avais avant, qui était construite sur l'effort de gagner l'amour de gens incapables de le donner. Mais une nouvelle vie construite selon mes propres termes, avec des gens qui m'apprécient, avec un travail qui m'épanouit, avec des limites qui me protègent. Je ne suis plus la même personne qu'il y a 1 an. Cet Alan-là espérait encore que sa famille changerait, croyait encore que s'il donnait assez, faisait assez, sacrifiait assez, il finirait par voir sa valeur. Cet Alan-là était pris au piège dans un cycle d'abus qu'il ne pouvait pas reconnaître. Cet Alan-ci comprend mieux. Cet Alan-ci comprend que parfois, les personnes qui vous blessent le plus sont celles avec qui vous êtes né, que le lien du sang ne donne à personne le droit de vous maltraiter, que s'éloigner de la toxicité n'est pas égoïste, c'est de la survie, que la vraie famille se choisit. Elle ne s'impose pas. Je finis mon café. Je regarde les montagnes au loin. Je pense au camping ce week-end, à la randonnée de cet après-midi, au dîner avec Claire ce soir. Ma vie est pleine de choses que j'ai choisies, de gens qui m'ont choisi en retour, d'expériences qui m'apportent de la joie au lieu de contraintes. La leçon la plus difficile que j'ai apprise, c'est que parfois, il faut tout perdre pour se trouver soi-même. Se défendre à un coup. S'éloigner de sa famille à un coup. Fixer des limites à un coup. Pour moi, cela a coûté ma carrière, mes économies, ma maison et une année d'enfer. Mais vivre dans des chaînes coûte plus cher. Vivre pour servir des gens qui vous détestent coûte plus cher. Accepter l'abus parce qu'on a peur d'être seul coûte plus cher. J'ai payé un prix élevé pour ma liberté. Mais la liberté, s'avère-t-il, vaut tout l'or du monde. Je prends mes chaussures de randonnée, je verrouille la porte de mon appartement, je pars rejoindre mes amis ou des gens qui veulent vraiment de moi. En marchant dans la rue, le soleil printanier réchauffant mon visage,
je réalise que je souris. Je souris vraiment. Le genre de sourire qui vient du plus profond de soi, d'un sentiment de véritable contentement. Je suis enfin libre. Et cette liberté vaut chaque centime que j'ai payé pour elle. Les gens me disaient que la famille passe avant tout, que le sang est plus épais que l'eau, qu'il faut toujours pardonner. Mais j'ai appris quelque chose de différent. Vous ne devez pas votre vie à des gens qui vous rendent malheureux. Vous ne devez pas des chances infinies à des gens qui ne changent jamais. Vous ne devez rien à des gens qui refusent de voir votre valeur. Ce que vous devez, c'est ceci, de l'honnêteté envers vous-même sur ce que vous pouvez et ne pouvez pas accepter, du courage pour vous éloigner quand rester signifie vous détruire, de la compassion pour vous-même pendant que vous guérissez des blessures que d'autres ont infligées. Et la sagesse de savoir que parfois, la chose la plus courageuse que vous puissiez faire est de vous choisir vous-même. Ma mère ne comprendra probablement jamais ce qu'elle a fait de mal. Emma va peut-être grandir et changer, elle passera peut-être des années à analyser comment elle a favorisé l'abus. Les membres de la famille élargie continueront leur vie, pensant de temps en temps au scandale, mais allant pour la plupart de l'avant. C'est très bien ainsi. Leur parcours leur appartiennent. Mon parcours m'appartient et il ne fait que commencer. Pas la vie que j'avais planifiée, pas la famille que je voulais, mais une vie construite sur la vérité au lieu des mensonges, sur le respect au lieu de l'obligation, sur la joie au lieu du devoir. C'est suffisant. C'est plus que suffisant. C'est tout. J'ai appris qu'on ne peut pas changer les gens qui ne veulent pas changer. On ne peut pas gagner l'amour de gens qui ne savent pas comment le donner. On ne peut pas réparer un dysfonctionnement qui s'est installé sur des décennies. Mais on peut se changer soi-même. On peut choisir différemment. On peut construire quelque chose de nouveau sur les cendres de ce qui a brûlé. Et parfois, contre toute attente, la vérité l'emporte. Pas parce que le monde est juste, mais parce qu'on refuse de cesser de se battre pour elle. Je veux vous demander quelque chose. Avez-vous déjà dû vous éloigner de membres toxiques de votre famille, même si cela vous a coûté tout ce que vous aviez? Comment avez-vous trouvé le courage de vous choisir vous-même plutôt que le devoir? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Votre expérience pourrait aider quelqu'un d'autre qui lutte avec ce même choix en ce moment même. Si cette histoire a résonné en vous, si elle vous a fait réfléchir à vos propres limites et relations, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton j'aime. Abonnez-vous pour écouter d'autres histoires sur la façon de surmonter des situations difficiles et de trouver une force que vous ne soupçonniez pas. Et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de l'entendre. Parfois, savoir que l'on n'est pas seul fait toute la différence. Merci d'avoir écouté mon histoire. Merci d'être là. J'espère que vous en soyez dans votre propre cheminement, vous trouverez le courage de choisir la paix plutôt que le chaos, la vérité plutôt que les mensonges, et vous-même plutôt que les gens qui refusent de vous estimer à votre juste valeur. Vous méritez mieux. Nous méritons tous mieux. Prenez soin de vous.